Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ces assemblées de consultation publique. Ce soir, cinq assemblées de consultation publique qui seront présentées, les détails présentés par M. Christophe Baron-Moras, conseiller en urbanisme, qui nous accompagne. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Donc, première assemblée de consultation pour une demande de modification de zonage dans le quartier des Vins, donc qui touche principalement 3 zones. 3074, 3064 et 3076. Donc, le projet derrière cette demande consiste à développer un secteur résidentiel dans le prolongement là, de la rue Bertrand et de la rue de la Montagne. Le projet vise les zones, donc je le répète, 3074, 3064 et 3076. Le projet vise principalement là, la modification de la zone 3064. Donc, on voit dans l'image ci-dessous là, les 3 zones en jaune qui sont affectées. La modification donc serait d'agrandir la zone 3074 à même une partie de la zone 3064. Donc la zone 3074 autorise là, la moyenne densité résidentielle. Ensuite, la zone 3064, elle, serait agrandie vers le sud à même la zone 3076. Et la zone 3064, elle permet là, le résidentiel, mais de plus faible densité. Et le promoteur souhaite y autoriser l'habitation en rangée et des bâtiments jumelés également. Si on y va un peu plus conceptuel, là, le promoteur ici, c'est un croquis, on s'entend, c'est pas le final, mais le concept, c'est que vers le nord, vers la rue Bertrand, ce serait de la plus haute densité et vers le sud, ce serait là, de la plus faible densité. On voit ici des tracés de rue sur le croquis, mais c'est pas définitif. Là, il y a encore lieu de faire des changements. Mais à tout le moins, là, il y a vraiment une démarcation entre la section nord qui permettrait entre 4 et 8 logements et la section sud qui permettrait entre 1 et 3 logements. Donc, plus en détail, la modification des limites de zone. Donc, on voit à gauche, avant la modification, la zone 3074 est uniquement du côté sud de la rue Bertrand. Après modification, on s'étend un peu plus vers le sud-ouest, là, où on peut imaginer une rue, le prolongement d'une rue projetée. Ensuite, la 3064 qui est prolongée vers le sud pour arriver à peu près à la même hauteur que la zone 3166, qui est une zone adjacente. Et finalement, la zone 3076, tout ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie là, qui est intégrée dans la 3064. La zone 3074 serait agrandie d'environ 131,84 mètres au sud de l'emprise. Et c'est ça, la zone 3064 incluse jusqu'à la limite sud de la 3166. Au niveau des grilles de spécification, donc il y a uniquement la zone 3064 qui est modifiée. Donc, premièrement, on autoriserait là, la classe d'habitation moyenne densité. En ce moment, c'est uniquement faible densité. Faible densité inclut de 1 à 2 logements. Moyenne densité, ça va de 3 à 6. Cependant, le nombre de logements serait limité à 3 logements par bâtiment. Et les 2 autres modifications visent à autoriser les maisons jumelées et en rangée. Et évidemment, là, on ajuste là, les normes d'implantation au niveau des marges avant, latérales et arrière. C'est ce qui complète la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires, donc on doit attendre une petite minute pour 19h20 pour l'assemblée suivante. On a été trop vite, monsieur. Alors, il est maintenant 19h20, alors on peut poursuivre avec la deuxième assemblée de consultation publique.
Oui, donc ici, un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. Et l'immeuble visé, là, en ce moment, abrite le bâtiment du 2961 rue Saguenay. Donc, le bâtiment est situé là, sur la rue Saguenay, dans le secteur Noranda-Nord, là, tout près de la limite du quartier Lac-du-Faux. Il y a 2 lots là, qui composent le terrain actuellement. Donc, il y a un lot qui est construit, qui est le 2961, et il y a un autre lot qui est vacant, là, qui est situé juste au sud, qui actuellement sert là, de bâtiment accessoire, de garage et de stationnement là, pour les locataires. Donc, le projet consiste à, en fait, scinder, là, il y aurait un petit un cadastre. En fait, le cadastre serait différent. Il y aurait une petite modification à ce niveau-là. Mais principalement, l'objectif, c'est de construire un bâtiment là, qui aurait une vocation commerciale et résidentielle sur le lot où se situe le bâtiment accessoire là, qui serait démoli. Donc, un peu sur le bâtiment, pas vacant, mais tout le moins qu'il n'y a pas de bâtiment principal dessus. L'usage commercial projeté, c'est un bureau d'entrepreneur. Donc, ce serait surtout, là, il y aurait une superficie limitée pour l'entreposage de matériaux de construction. Là, on parle pas de madriers, de poutres, etc. C'est plus des équipements. Là. C'est un entrepreneur en construction spécialisé là, dans la climatisation, le chauffage, des choses comme ça. Et aux étages supérieurs, là, il y aurait des logements, puis il y aurait possiblement là, un bureau là, pour l'administration de l'entreprise. La zone dans laquelle c'est situé, là, c'est uniquement résidentiel, mais il y a des zones voisines là, qui autorisent certains usages commerciaux. Donc, la zone municipale dans laquelle se trouve l'immeuble, c'est la 3027. En ce moment, ce qui est autorisé, c'est uniquement de l'habitation, de 1 à 6 logements. La zone qui est adjacente, la zone 3002, constitue le cœur de quartier de Lac-du-Faux. Donc, on autorise certains usages commerciaux, surtout des commerces de proximité. Mais les entrepreneurs en construction ne sont pas autorisés à cet endroit-là. Donc, le projet, un peu plus en détail, on voit là, image captée de Street View. Il y a déjà une entrée charretière là, en surlargeur présente. Et on voit aussi le bâtiment accessoire là, en fond de cour qui serait démoli. Donc, avec cette image-là, on peut s'imaginer là, vers la gauche de l'image l'emplacement du bâtiment projeté. On a un plan d'implantation préliminaire, là, donc la seule différence sur le croquis qui est situé à gauche de l'écran, c'est que le bâtiment serait un peu plus avancé. Il serait égal avec le bâtiment voisin, là, le bâtiment résidentiel du 2961. Le lot qui serait créé là, serait conforme si c'était un usage uniquement résidentiel de moyenne densité. Cependant, quand il y a un usage commercial, on demande à ce que les lots soient plus grands. Donc, étant donné là, qu'il y a seulement une partie qui est commerciale, il faut quand même la considérer. Et donc, c'est un des éléments qui est dérogatoire dans le projet. Autrement, on a proposé aux promoteurs d'avancer le bâtiment vers la rue Saguenay, étant donné là, les galeries et les stationnements qui devaient se situer en cour arrière, là, il commençait à manquer d'espace pour le reste. Au niveau d'une implantation un peu plus précise, là, ici, encore une fois, c'est un croquis, là, ça peut changer. Donc, 2 arbres en avant, qui est obligatoire selon le règlement. L'allée de circulation qui serait partagée entre le bâtiment projeté et le bâtiment déjà existant. L'aire de stationnement en cour arrière et tout le reste là, qui serait végétalisé. Ici, on a une coupe là, proposée. Là, ça fait pas, ça constitue pas la demande officielle de permis, mais ça permet de visualiser qu'il y aurait 3 étages hors sol avec un toit à faible pente. La hauteur totale serait conforme. Il y aurait, là, on va le voir un peu plus tard, mais le nombre d'étages qui ne serait pas conforme, c'est tout simplement parce que le promoteur ne pouvait pas avoir de sous-sol. En fait, là, le rez-de-chaussée devait être au niveau du sol directement. Donc, le nombre d'étages dérogatoire, mais pas la hauteur totale. Là, ce serait la même hauteur, en fait, que le bâtiment voisin côté nord. Enfin, un dernier croquis pour illustrer le projet. Donc, encore une fois, c'est pas officiel, ça. C'est juste pour illustrer que tout son projet, là, en fait, pouvait rentrer là, dans l'emprise du bâtiment projeté. Donc, on s'imagine au rez-de-chaussée, dans l'image la plus à gauche, une petite partie qui serait un accueil puis accès aux étages supérieurs. Le reste serait de l'entreposage intérieur. Ensuite, l'image du centre, donc la moitié de l'étage pourrait être pour des bureaux et l'autre moitié pourrait être un logement. Et enfin, sur l'image la plus à droite, là, on voit
que 2 appartements, 2 logements pourraient rentrer. Là. Et ici, en fait, on suggérait de pivoter pour que les logements soient traversants de la rue vers l'arrière pour permettre, en fait, aux galeries à l'arrière là, d'avoir un deuxième issue là, pour le logement. Si on va avec les éléments dérogatoires, donc il y a plusieurs éléments dérogatoires, mais il y en a qui sont liés l'un à l'autre. Là. Si je prends exemple des 2 premiers, usage de bureau d'entrepreneur qui n'est pas autorisé dans la zone et mixité d'usage, ça allait de soi que dans la zone initiale, s'il n'y avait pas d'usages commerciaux, bien, la mixité d'usage n'était pas autorisée non plus. Donc, il y a ces 2 éléments-là qui font partie de la demande. Ensuite, hauteur de 3 étages au lieu du maximum de 2. Je me répète un peu, il n'y aurait pas de sous-sol dans le bâtiment, donc le premier étage serait directement au rez-de-chaussée, tout simplement parce que l'entrepôt doit être au niveau du sol. Là, ça ne serait pas possible de le rabaisser un peu pour en faire un sous-sol. Mais la hauteur totale en mètres est conforme. Ensuite, la marge de recul avant est de 5,98 mètres au lieu du 7 mètres. Le bâtiment voisin du 2961 était déjà à 5,98 mètres, donc le bâtiment vient s'accoter exactement à la même marge avant. Puis c'était en fait pour permettre l'aménagement des galeries en arrière. Ensuite, un bâtiment commercial doit avoir 50% de sa superficie de la façade principale. Donc, c'est un choix de matériaux qui est limité. Étant donné que c'était uniquement là, une partie qui était commerciale, bien, le promoteur a demandé de se soustraire à cette norme-là. Donc, ce serait 100% 100% des matériaux seraient des matériaux qu'on retrouve sur des bâtiments résidentiels. Ce ne serait pas des matériaux, ce qu'on appelle communément des matériaux nobles, par exemple de la brique, par exemple revêtement métallique, des choses comme ça. Ensuite, installation d'une enseigne commerciale qui n'est pas autorisée dans cette zone-là, étant donné qu'il n'y a pas d'usage commerciaux autorisé. Une partie de l'allée de circulation en cour arrière qui aurait 5,4 mètres au lieu du minimum de 6 mètres. En fait, c'est uniquement derrière la dernière case de stationnement qu'on retrouverait là, cette marge-là inférieure. C'est étant donné qu'un des escaliers là, empiétait en fait dans l'allée de circulation, mais comme c'était juste devant une case de stationnement, on trouvait que c'était mineur comme effet dérogatoire. Et 2 points dérogatoires concernant le lot. Donc, la largeur, 16,46 mètres au lieu de 24 mètres. Et la superficie, 503,5 mètres carrés au lieu du minimum de 720 mètres carrés. Ces 2 normes-là sont conformes pour un usage résidentiel. Cependant, puisque c'est un usage commercial, là, ça tombe dérogatoire. Donc, toutes les autres normes du règlement de zonage et de lotissement sont respectées. Et même, là, on va le voir plus tard, il y a quelques conditions qui vont être ajoutées là, au promoteur étant donné qu'il demande cette dérogation-là. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, tout ce qui est en jaune, en fait, fait partie de l'affectation qu'on appelle milieu de vie, et plus précisément dans ce secteur-ci, le secteur périphérique. Donc, le bâtiment est situé dans cette affectation-là. Et pour cette affectation, là, il y a plusieurs usages qui peuvent être autorisés. Donc, le résidentiel et le commercial en font partie. Le commercial est cependant généralement complémentaire ou secondaire à la fonction principale qui est résidentielle, mais c'est tout de même conforme à l'affectation. Ici, on a fait l'analyse en fait là, des 8 critères du règlement sur les PPC-MOI. Au niveau de la compatibilité avec le milieu d'insertion, c'est un secteur qui est uniquement résidentiel. En même temps, le bâtiment il est dans une zone, en fait, la rue Saguenay. On retrouve plusieurs usages commerciaux là, entre Nord-Nord et Lac-du-Faux, sauf pas dans ce secteur-ci. Intégration architecturale, le bâtiment aurait les mêmes dimensions que le bâtiment voisin côté nord. C'est sûr, bon, il y a le niveau d'étage, mais au niveau de la hauteur totale, c'est la même chose. Côté sud, le bâtiment, c'est un unifamilial seulement d'un étage, donc c'est sûr qu'il y aurait peut-être une différence de hauteur à ce niveau-là, mais sinon, dans l'ensemble de la rue Saguenay, là, il y a les mêmes proportions que les autres bâtiments du secteur. Au niveau de l'aménagement extérieur, le projet il est conforme au niveau des espaces végétalisés et des arbres, et il n'y aurait pas d'ajout nécessairement là, au niveau de l'allée de circulation. Là, elle aurait la même largeur au niveau de la rue, puis elle serait partagée avec le bâtiment voisin. Au niveau de l'organisation dans l'environnement, donc c'est sûr qu'un usage commercial dans le secteur, ça peut engendrer un peu plus
d'achalandage, mais c'est sûr qu'on se retrouve le long de la route 101. Donc, il y a déjà beaucoup de circulation, puis il y a beaucoup de bruit là, relié aux véhicules. Organisation fonctionnelle, l'entrée charretière est existante et demeure. L'espace est suffisant pour le stationnement, les espaces verts, etc. Il y a des espaces qui seraient prévus pour les clients, mais c'était pas la volonté du promoteur, c'était surtout pour de l'entreposage puis ses employés. Composante socio-culturelle, l'argument est non applicable. Développement local, accepter ce projet-là permettrait l'établissement puis le développement d'entreprises déjà établies sur le territoire. Et le projet peut se réaliser facilement. Là, le promoteur a prouvé que, en fait, il y avait déjà des plans, il y avait déjà un plan d'affaires, il y avait déjà du financement, donc il pouvait se réaliser facilement. Donc, le conseil était d'accord pour autoriser, en fait, tous les éléments, là, je ne les relirai pas dans leur intégralité, mais tous les éléments demandés par le promoteur là, sont acceptés. Cependant, il y a lieu d'imposer certaines conditions de réalisation. Donc, la première, en fait, c'est la plantation de 2 arbres au lieu d'un. En fait, un arbre, c'est par tranche de 10 mètres, étant donné qu'il y avait une fraction. Bien, on a proposé là, au promoteur d'y aller avec un deuxième arbre, comme s'il y avait un 20 mètres, qui est, en fait, 24 mètres, c'est le minimum exigé pour un terrain commercial. Donc, ça, il a accepté. Ensuite, l'enseigne doit être sur le bâtiment. On voulait pas... En fait, le conseil souhaitait pas qu'il y ait une enseigne au sol devant le bâtiment. Et enfin, aucun espace de stationnement serait autorisé en cours avant. Élément qui n'est pas ici, mais que je pourrais rajouter, là, il n'y aurait pas d'entreposage extérieur lié au commerce. Là, c'est déjà quelque chose qui est prévu par le règlement, mais donc je le précise, là, c'est pas une condition, c'est déjà prévu par la réglementation qu'il n'y aurait pas d'entreposage extérieur. Donc, calendrier d'adoption, aujourd'hui, 7 avril, l'Assemblée publique de consultation. Si le Conseil adopte un second projet plus tard ce soir, il y aura un avis public qui paraîtrait la semaine prochaine et une adoption de la résolution le 28 avril pour une entrée en vigueur le 6 juin 2025. Qui conclut la présentation. Merci beaucoup. Des commentaires? Non. Alors, on serait déjà rendu à la 3e Assemblée de consultation publique. On parle du boulevard Rideau, oui. Quartier de Relais. Oui, exactement. Donc, une autre demande de projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, cette fois-ci sur le terrain occupé par le 12-920 boulevard Rideau à Relais. Donc, le terrain est situé là, dépassé, je veux dire, vers le sud, là, vers le Témiscamingue, qui se situe dans le centre de Relais. Le projet consiste en l'implantation d'une usine de fabrication de blocs d'argile avec des activités complémentaires de vente. Il y aurait des ventes de produits reliés à la pierre puis des produits reliés à l'aménagement paysager. Donc, le terrain est situé tout juste à l'extérieur de la zone industrielle de Relais. Il est situé à l'intérieur de la zone 50-62 au plan de zonage, ce qui est une zone là, rurale, donc qui autorise l'habitation, les maisons mobiles, exploitation de ressources naturelles et des usages agricoles, et un usage spécifiquement permis là, de garage de réparation de véhicules lourds. Donc, le projet, en fait, c'est le déplacement d'une entreprise là, qui souhaite installer sa place d'affaires dans le quartier de Relais. Dans le fond, l'entreprise possède déjà une carrière et en fait l'exploitation à Montbéliard. Cherchait à s'établir dans un secteur industriel, donc pas nécessairement dans le centre urbain de Rouyn-Noranda. Donc, la proximité avec le quartier Relais est une opportunité d'affaires intéressante pour le promoteur. Puis, il souhaite également, là, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, des usages complémentaires de vente au détail de certains produits reliés à son exploitation. Donc, le terrain, en fait, possède déjà un bâtiment là, qui se prête bien aux activités de l'entreprise. Donc, il y a un grand terrain. La plupart est boisé. Là. Il y aurait déjà un espace d'entreposage extérieur à l'arrière du bâtiment. Déjà un espace pour de l'étalage commercial en cours avant également. Et bon, la dimension aussi du bâtiment fait en sorte que c'était intéressant pour le promoteur de s'y installer.
Les éléments de non-conformité au projet, donc il y a l'usage principal qui est une industrie, industrie de matériaux de construction en argile et des produits réfractaires. Et deux usages complémentaires, donc le premier, vente au détail et en gros de pierres et d'autres produits connexes, et usage complémentaire de vente de produits d'aménagement paysager. Donc il n'y a rien au niveau de l'aménagement extérieur ou du bâtiment qui sont dérogatoires, c'est strictement au niveau des usages que le projet est dérogatoire. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, étant donné que le terrain est situé tout juste à l'extérieur de la zone industrielle, il se situe dans ce secteur rural, mais c'est ça, tout juste à proximité de la fin de l'affectation. Donc, au niveau de l'affectation rurale, les usages industriels sont seulement autorisés quand c'est complémentaire à soit un usage commercial déjà autorisé ou à un usage résidentiel. Cependant, ce que le plan d'urbanisme mentionne, c'est qu'étant donné que ce n'est pas un outil de réglementation, ce n'est pas un outil qui est précis, les affectations peuvent être modulées de 100 mètres. Et donc, l'affectation industrielle, le bâtiment est situé à moins de 100 mètres de l'affectation industrielle, pardon, et donc on peut juger de la conformité de l'usage par rapport à l'affectation industrielle. Et bien évidemment, un usage industriel est compatible avec une affectation industrielle. Et c'est la même chose pour les deux usages complémentaires commerciaux. Donc, ce que nous affirmons, c'est que, étant donné le bâtiment est à moins de 100 mètres de la fin de l'affectation, bien, on considère que c'est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Si on y va dans l'analyse par les critères du PPC-MOI, donc compatibilité avec le milieu d'insertion, le commerce s'implante tout juste à côté de la zone industrielle déjà existante et la résidence la plus près là, est à 175 mètres de la propriété. En plus là, de la présence de boisés là, autour, c'est pas nécessairement un usage qui fait du bruit, mais n'empêche, il peut y avoir de l'achalandage, mais tout ça considéré, on pense pas qu'il y aurait de conflit d'usage avec les propriétés résidentielles voisines. Au niveau de l'intégration architecturale et de l'aménagement extérieur, donc il n'y a aucune modification qui est prévue, là, qui est non conforme à la réglementation. Organisation du projet dans l'environnement, donc il y a peu de bruit ou de nuisances là, qui peuvent être perceptibles. Au niveau des heures, au niveau de l'organisation fonctionnelle, pardon, donc les heures d'activité, c'est des heures normales là, de travail le jour, la semaine. Et prévoit très peu de transport là, à cet endroit-là, donc il ne devrait pas avoir de conflit non plus avec la proximité de la route. Le critère des composantes socioculturelles est non applicable. Au niveau du développement local et régional, on maintient une entreprise sur le territoire de Rouyn-Noranda et on déménage là, près d'un secteur industriel déjà existant. Enfin, faisabilité du projet, là, le promoteur a démontré la faisabilité rapidement de ce projet-là. Donc, le conseil a pris la décision là, à la suite au dernier conseil municipal, en fait dans un conseil précédent, d'accorder les 3 éléments dérogatoires au projet, donc l'usage principal d'industrie, construction matériaux de construction en argile, mais également les 2 usages complémentaires là, liés à la vente, soit au détail de produits de pierre ou la vente de produits d'aménagement paysager. Et le calendrier d'adoption, donc aujourd'hui, 7 avril, suite à l'Assemblée publique, il pourrait y avoir adoption du second projet de résolution. La semaine prochaine, il y aurait l'avis public pour les personnes habiles à voter qui serait publié dans le journal. Le 28 avril, l'adoption de la résolution et l'entrée en vigueur prévue le 6 juin 2025. Ce qui met fin à la présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, nous sommes près du 19h40. Peut-être un 30 secondes. La prochaine assemblée de consultation traitera d'un entrepôt commercial industriel Saguenay. Rue Saguenay. Moi, j'en ai un autre sur à Relais. Ah, c'est à Relais. OK. C'est la prochaine qui est sur Saguenay. Je voulais tuer le temps là, en attendant. Donc, la prochaine est pour, c'est ça, une demande sur le boulevard Rideau, quartier Relais. Ce ne sera pas long, là.
Bon, on est à 19h40, alors je vous laisse commencer. Parfait, donc on se déplace de plus ou moins 1 kilomètre de l'autre côté du noyau de relais. Peut-être 2 kilomètres, là, en fait. C'est un lot vacant, donc le lot 4 644 995 à l'intersection, là, boulevard Rideau. En fait, il longe le boulevard Rideau, là, mais sinon, son entrée est située sur le rang Camiroc. Donc, on voit ici à l'écran là, la localisation du lot visé par la demande. Le projet consiste en l'implantation d'un usage de centre de jeux de guerre. Ici, on précise Airsoft, mais le promoteur aussi ne veut pas se fermer l'idée à avoir, par exemple, du paintball ou des jeux de rôle. Le terrain est vacant, situé dans un milieu rural, là, un peu à l'extérieur du quartier, du noyau là, de relais. Donc, à court terme, il n'y aurait pas de construction de bâtiment principal, par exemple, soit un bâtiment d'accueil ou un bloc sanitaire, des choses comme ça. Mais le promoteur souhaite construire plusieurs bâtiments accessoires qui peuvent servir pour les jeux. Il parlait de forts, il parlait de petits bâtiments servant de cache et d'autres équipements là, servant à créer des scénarios là, pour ces jeux de guerre. Le terrain est situé à l'intérieur de la zone 50-77 au plan de zonage. Donc, c'est une zone qui autorise uniquement l'habitation de faible densité, des maisons mobiles, l'exploitation des ressources naturelles et la production agricole. Donc, il n'y a aucun usage commercial de services ou récréatif qui sont autorisés à cet endroit-là. Le terrain est situé tout juste à l'extérieur de la zone agricole permanente. Là, il n'y aura pas d'autorisation de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles qui seraient nécessaires. Donc, dans un premier temps, le promoteur veut organiser un seul, il dit un seul, il veut pas se fermer non plus, mais un événement majeur, plus ou moins 100 participants, et progressivement là, ouvrir la possibilité à des personnes de louer son terrain en fait pour participer à ce genre d'activités-là. Les activités auraient lieu à l'intérieur du terrain boisé. Là, c'est sûr, le terrain est très grand, donc il y a des sections qui sont un peu plus marécageuses, des sections un peu plus ouvertes. Mais pour des raisons là, on va dire, de préserver l'intimité, d'éviter que les participants s'éparpillent, ce qui serait demandé, c'est que les 30 premiers mètres des limites du terrain, donc qui sont boisés, seraient là, préservés et exempts de toute activité là, liée aux jeux de guerre. J'avais pas changé de diapositive, désolé. J'irai avec la suivante, donc un peu plus précis sur le projet, des croquis, des choses comme ça que le promoteur nous a présenté. Donc, il y aurait construction de bâtiments ou d'équipements là, qui seraient accessoires, là, donc principalement en bois. Ici, là, il voulait démontrer son intérêt à construire une sorte de village avec des constructions et en fait, le promoteur s'est engagé si les activités cessaient, là, qu'il y aurait un démantèlement de toutes ces activités-là. Mais autrement, là, il n'y aurait pas de construction permanente avec des fondations de béton, des choses comme ça. Là. C'est pas exclu, mais c'est pas son objectif. Les deux éléments dérogatoires liés à la demande, donc premièrement, l'usage, centre de jeux de guerre qui est pas autorisé dans la zone. Et ensuite, là, l'aménagement des cases de stationnement. En fait, quand c'est des usages récréatifs, ce que le règlement exige, c'est que 1,5 % de la superficie du terrain soit dédiée à un stationnement, ce qui, dans son cas, équivaudrait à 182 cases de stationnement. Le promoteur pensait, en fait, utiliser 10 cases de stationnement. Il est allé demander à ses voisins là, si c'était possible d'utiliser du stationnement additionnel si jamais il y avait un débordement. Et en fait, là, il y aurait possibilité de se stationner en bordure du chemin Camiroc si besoin est. Cependant, le promoteur est conscient que si son activité prend de l'ampleur, il va devoir aménager plus de cases de stationnement sur son terrain. Mais du moins, pour sa première année d'activité, il demandait là, la dérogation pour le nombre de cases de stationnement. Toutes les autres normes du règlement de zonage sont respectées. Ici, on précise que le demandeur devra se conformer aux exigences de la loi sur la qualité de l'environnement et la loi sur les architectes lors de la construction de bâtiments. C'est pas parce que c'est des constructions, on va dire, temporaires qui doivent en être exclues. On parle, par exemple, là, s'il y a des personnes là, qui doivent être abritées ou qui doivent circuler sur ces équipements, ils doivent avoir une certification. Puis au niveau de la qualité de l'environnement, en fait, c'est s'il y a par exemple, un rassemblement massif, donc on parle de plus de 100 personnes,
il doit quand même avoir une gestion là, des rejets dans l'environnement. Donc, le promoteur est bien conscient là, que peut-être des équipements temporaires là, de toilettes chimiques ou autres, là, les possibilités sont là. Donc, il est conscient qu'il va devoir s'occuper de cet aspect là, de ses activités. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation rurale, donc ce qui est en rose ici sur le plan. Donc, on voit tout juste à l'extérieur de la zone agricole permanente qui est en vert sur le plan. Et au niveau des usages récréatifs, ils sont compatibles avec l'affectation rurale. Il n'y a pas de restrictions à cet effet-là. Et donc, nous jugeons que la demande est conforme au plan d'urbanisme. Si on y va avec l'analyse selon les critères du règlement, donc la compatibilité de l'usage avec le milieu d'insertion, c'est situé dans un milieu rural peu habité, à l'extérieur de la zone agricole. Donc, on ne sacrifie pas des terres agricoles pour ce projet-là. Puis bon, un centre de jeu de guerre, c'est pas nécessairement l'usage qui fait du bruit, c'est plus le volume selon le nombre de participants. La résidence la plus près se trouve à 174 mètres du terrain, là, de l'endroit le plus proche du terrain. En plus de ça, on exige le maintien d'une bande boisée de 30 mètres. Donc, on croit là, qu'à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de... c'est pas exclu qu'il y en ait quand même, mais du moins, on pense que les mesures d'atténuation sont là pour permettre l'usage. Ensuite, intégration architecturale. Il n'y aurait pas de bâtiment d'accueil pour l'instant, donc c'est plus au niveau des structures en bois. Encore une fois, c'est des installations qui sont temporaires, qui s'est engagé à démanteler si les activités cessaient, et seraient cachées, encore une fois, derrière la bande boisée de 30 mètres. Aménagement des espaces extérieurs, donc même chose, là, la bande de 30 mètres devrait créer un écran visuel suffisant pour pas, que ce soit visible de l'extérieur du terrain. Organisation du projet dans l'environnement, donc ici c'est surtout le bruit, donc c'est sûr qu'en fonction du nombre de participants, le volume peut être élevé. On pense que la bande boisée peut être une bonne atténuation. Le fait que les résidences sont éloignées, mais on a aussi, vous allez voir plus loin, là, des conditions qui seront imposées, mais au niveau, par exemple, de pyrotechnie ou d'explosifs, des choses comme ça, donc c'est complètement interdit là, pour ce genre d'activité-là. Organisation fonctionnelle, donc l'accès se ferait à partir du rang Camille Rock seulement, il n'y aurait pas d'accès par rapport au boulevard Rideau. Donc l'enjeu principal serait au niveau du nombre de cases de stationnement. Cependant, c'est ça, le promoteur est en discussion avec ses voisins, puis il y aurait possibilité de se stationner le long du chemin Camille Rock en été. En hiver, ce serait pas possible, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est projeté là, par le promoteur. Au niveau composantes socio-culturelles, on dit non applicable. On pourrait peut-être juste préciser qu'il y a très peu d'endroits en Abitibi-Témiscamingue et je crois qu'à Rouyn-Noranda, il n'y a pas d'endroit officiellement reconnu pour ça. Puis peut-être que je me trompe, mais du moins, quand le promoteur nous a présenté son projet, il mentionnait que c'est assez difficile de trouver des emplacements encadrés à Rouyn-Noranda pour ce genre d'activité-là. Développement local, donc... ce serait l'implantation d'une nouvelle entreprise, donc qui croit qu'il pourrait dynamiser le milieu. Est-ce qu'il y aurait des partenariats à faire avec des entreprises locales à relais? C'est ce qu'ils souhaitent. Ce ne serait pas une condition, mais tout le moins, c'est ce qu'ils souhaitaient faire. Et faisabilité du projet, le promoteur nous a présenté son plan d'affaires. Il serait prêt à commencer en 2025 pour son gros événement. 2026, peut-être aussi un gros événement. Et 2027, peut-être de commencer des événements de plus petite envergure, mais qui se répéterait dans l'année. Donc, une fois l'analyse faite, le Conseil impose non, pardon, c'est la prochaine diapo. Ici, c'est le Conseil adopte le projet tel que demandé, donc exercer l'usage de centre de jeux de guerre et aménager 10 cases de stationnement au lieu du 182 qui, encore une fois, par rapport à la superficie du terrain qui est immense, là. Donc, au niveau des conditions, en fait, à exiger, j'en parle depuis tantôt, l'imposition d'une bande boisée de 30 mètres le long de toutes les lignes de terrain, sauf exception, donc évidemment, pour l'accès au terrain, mais également, là, le détail n'est pas écrit ici, mais il y a une servitude d'énergie qui traverse le terrain, donc c'est sûr que cette servitude-là n'est pas boisée. Aucune activité dans cette bande boisée-là, aucune activité pyrotechnique pourrait être réalisée.
Aucun usage d'hébergement, aucun service de bar. Le promoteur nous a fait part de son intention de le faire peut-être à court, moyen, long terme. C'est à lui de voir. Donc, il est conscient qu'il déposera une nouvelle demande à ce moment-là, que ça va peut-être prendre des accréditations supplémentaires. Mais donc, dans l'année 0, 1, 2, là, c'est pas ces usages-là qui vont avoir lieu. Et enfin, là, le promoteur s'engage si... bon, ici, c'est écrit cessation, ça devrait être cessation des activités. Toutes les installations temporaires devront être démantelées. Au niveau du calendrier d'adoption, donc aujourd'hui, 7 avril, c'est l'Assemblée publique de consultation. Le Conseil pourrait adopter dès ce soir le second projet de résolution. Ensuite, la semaine prochaine, il y aurait la publication d'un avis pour les personnes habiles à voter. Le 28 avril, l'adoption de la résolution et l'entrée en vigueur le 6 juin. Des commentaires? Sinon, on est vraiment dans les temps. Hein? Oui, prenez une gorgée d'eau. Hein? C'est bien orchestré. Nous sommes rendus donc à la dernière assemblée de consultation publique pour le 1400 rue Saguenay. Merci. Donc, dernière assemblée de consultation pour un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble pour le bâtiment situé au 1400 rue Saguenay, qui est situé dans le secteur industriel de Noranda-Nord. Donc, le bâtiment, là, il est situé entre la voie de contournement là, et le chemin Bradley sur la rue Saguenay. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le projet consiste à régulariser la présence d'un second bâtiment principal commercial, donc le 1400A. Je dis régulariser parce qu'il y a eu une demande qui a été faite l'année dernière et lors de la construction du bâtiment, là, il y a eu des enjeux au niveau de l'implantation du bâtiment, les marges de recul, et ce qui a forcé le promoteur à déposer une nouvelle demande qui est présentée aujourd'hui. Donc, on fait un petit récapitulatif. Là, le conseil municipal avait approuvé la demande de PPC-Moi pour ce projet-là, la résolution 2024-644. Lors de la construction à l'été, la position du bâtiment répondait pas aux conditions de la résolution. C'était notamment au niveau des marges de recul arrière et latérales. Donc, le propriétaire dépose une nouvelle demande pour régulariser ces aspects. On va revenir plus loin là, les raisons derrière cette modification-là. Avant, je parlerai simplement de l'environnement là, au niveau des règles de zonage. Le bâtiment est situé dans la zone 79 au plan de zonage. C'est une zone qui est industrielle. Et bon, un entreposage commercial, là, c'est un usage industriel au sens du règlement. On retrouve là, des usages, là, commerce à impact majeur, commerce aux véhicules lourds. Certains commerces reliés aux véhicules légers, là, on pense qu'il y a un concessionnaire automobile là, juste en face, dans le même secteur. Et d'autres usages industriels légers si on pense un peu plus à de la manufacture. Dans le plan qui a été présenté l'année dernière, le bâtiment était, je ne sais pas si on le voit bien sur l'image à l'écran, mais le bâtiment était situé de l'autre côté de la ligne électrique par rapport au premier bâtiment principal. On voit à peu près là, la limite ouest du bâtiment qui est située tout près là, de la limite de la servitude d'Hydro-Québec là, pour la ligne de haute tension. Cependant, à cause des équipements de construction, ils ont dû se déplacer un peu plus vers l'est, un peu plus vers le nord également, ce qui a fait en sorte là, que si on prend le plan d'implantation du bâtiment aujourd'hui, on remarque là, qu'il est situé trop près des limites arrière et des limites arrière et latérales. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un deuxième bâtiment principal, dans le sens où il va y avoir utilisation d'un usage principal dans ce bâtiment-là. Il va y avoir des personnes qui vont travailler là journée longue. Mais à toute fin pratique, on ne pouvait pas le considérer comme un bâtiment accessoire pour ces raisons-là. Cependant, si ça avait été un bâtiment accessoire, l'implantation du bâtiment aurait été conforme. Les marges latérales à ce niveau-là sont de 0,9 ou de 1,5 mètres là, selon certains paramètres. Donc, le bâtiment déroge, la marge latérale est à 3,15 mètres de la limite au lieu du 4 mètres et à 9,68 mètres de la limite arrière au lieu du 12 mètres minimum requis.
Alors, si on regarde tous les éléments dérogatoires liés à la demande, donc premièrement, il y a la présence de 2 bâtiments principaux construits sur le même terrain. Ça ne change pas par rapport à la demande présentée en 2024. Ensuite, les points 2 et 3, donc c'est les marges latérales qui ne sont pas respectées. 3,15 mètres en latéral au lieu de 4 mètres et 9,68 mètres au lieu de 12 mètres pour la marge arrière. Et le 4e point était aussi présent là, en 2024, donc matériaux de revêtement extérieur non autorisés en façade du 2e bâtiment principal. Le premier, si on veut dire, bâtiment principal qui est vraiment sur le bord de la rue Saguenay, est déjà construit, est déjà conforme à cet égard-là. Donc, étant donné que le bâtiment accessoire est construit à l'arrière et est non visible de la rue, le promoteur a demandé là, de ne pas respecter cette condition-là. Donc, on a ici quelques images là, du bâtiment, donc il est déjà construit, déjà monté. Là, la résolution avait été accordée, seulement non-respect du permis, on comprend les raisons. Là, on voit un peu à l'arrière, en fait sur les 2 photos, on voit la présence de la ligne électrique de haute tension là, qui font en sorte que le bâtiment a dû être reculé. Au niveau du plan d'urbanisme, au niveau de la conformité, donc on est à l'intérieur de l'affectation industrielle, qui est ce qui est en mauve là, sur la carte. Et je le disais, les entrepôts sont des usages qu'on dit industriels légers et donc sont compatibles là, avec l'affectation industrielle. Au niveau de l'analyse des critères du règlement, donc c'est un usage industriel, au niveau de la compatibilité, là, c'est un usage industriel dans une zone industrielle. Ce qui est dérogatoire, c'est vraiment le fait qu'il y a 2 bâtiments principaux. D'habitude, 2 bâtiments principaux est autorisé quand c'est un usage industriel. Cependant, c'est 2 usages différents qui vont avoir lieu. Donc, cette norme-là ne pouvait pas s'appliquer. Ensuite, intégration architecturale. Étant donné que le bâtiment est situé à l'arrière et a l'apparence d'un bâtiment accessoire, à toute fin pratique, quiconque ne connaît pas l'existence de cette résolution pourrait penser que c'est un bâtiment accessoire, tout simplement. On pense que ça s'agence bien que c'est un style architectural industriel de toute façon. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, le terrain est déjà préparé. Il y avait déjà un accès existant pour l'utilisation du terrain à l'arrière. Puis l'implantation du bâtiment respecte la position de la ligne électrique. Là. C'est d'ailleurs la raison, en fait, il s'est éloigné de la ligne électrique. C'est la raison de la présente demande. Au niveau du projet, organisation du projet dans l'environnement, donc pas d'impact c'est déjà un quartier qui est industriel, c'est déjà sur le bord de la rue Saguenay, donc au niveau bruit, achalandage, etc., il n'y a aucun impact. Au niveau de l'organisation fonctionnelle, il y a suffisamment d'espace pour les manœuvres des véhicules de livraison, etc. La construction qui est en arrière-lot, combinée au fait que le terrain est assez étroit, donc on pense qu'il pourrait y avoir un certain enjeu là, si on en venait à séparer là, les 2 bâtiments du même terrain. Donc, on va voir dans les conditions, là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais outre ce détail, là, il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'organisation fonctionnelle. Composante socio-culturelle, le critère n'est pas applicable. Développement local ou régional, donc répond à une demande pour des espaces d'entreposage commercial là, qui étaient inexistants dans le secteur nord-nord. Et faisabilité du projet, donc bon, le projet est déjà réalisé, c'est pour régulariser les travaux qui ont eu lieu l'été dernier. Donc, suite à cette demande, le conseil municipal autorise les 4 éléments demandés par le promoteur. Donc, il y aurait 2 bâtiments principaux sur le terrain, utilisation de matériaux de revêtement extérieur qui n'est pas prévu là, pour un bâtiment de cet usage-là. En fait, qui est autorisé dans une proportion moindre que le 50 là, je ne me rappelle plus exactement la proportion, mais c'est inférieur. Et les 2 marges de recul, donc 3,15 mètres en latéral au lieu de 4 mètres et 9,68 mètres à l'arrière au lieu du 12 mètres. La demande est assujettie des mêmes conditions qui avaient été données l'année dernière, si ce n'est que, bon, je vais les répéter quand même, là, donc l'usage du bâtiment principal doit demeurer à des fins d'entreposage commercial ou industriel seulement. La vocation en fait, l'autorisation est sujette et conditionnelle à ce que l'usage demeure de l'entreposage. Aucune opération cadastrale permettant de séparer les 2 bâtiments principaux n'est autorisée. Tout à l'heure, quand je parlais d'enjeux peut-être de circulation, si on scindait le terrain, donc on répond à cet enjeu-là avec cette condition-là. Ensuite, la superficie maximale du second bâtiment principal, est de 600 mètres carrés. Donc, la superficie actuelle respecte là, cette condition-là. Et c'est une condition qui est imposée aussi là, l'année dernière.
finalement, ajout d'une quatrième condition. Donc, plantation d'arbres là, en cours avant par rapport au premier bâtiment principal. Si ça avait été sur un terrain vacant, là, on aurait fait cette exigence-là également. Donc, c'est un peu par souci d'équité, là, si on avait construit ça sur un terrain vacant, ils les auraient plantés de toute façon. Donc, on conclut avec le calendrier d'adoption. Aujourd'hui, 7 avril, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir, dès ce soir, l'adoption du second projet. La semaine prochaine, publication d'un avis pour les personnes habiles à voter. Le 28 avril, l'adoption de la résolution. Et le 6 juin, l'entrée en vigueur. Merci beaucoup. Des commentaires? Sinon, ça met fin à ces nombreuses assemblées de consultation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on pourrait débuter la séance publique. On va se donner, si vous permettez, on va couper quelques minutes, le temps que notre directeur général se joigne à nous. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle du conseil et bienvenue aussi aux gens qui nous regardent à distance de la maison. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc dans la section des PPC-moi en 5, donc l'ajout des 4 projets particuliers suite aux assemblées de consultation qui ont eu lieu juste avant la séance. Dans les affaires générales, une autorisation de signature pour une entente pour des travaux sur la conduite d'eau brute. Ensuite, dans les affaires politiques, un appui concernant la suspension du programme Réno-Région. Dans les recommandations des conseils de quartier pour le secteur de D'Alembert, la nomination d'une nouvelle membre. Dans les avis de motion et projets de règlement, donc un règlement d'emprunt pour la conduite d'amener d'eau brute. Et finalement, à la suite de l'Assemblée de consultation concernant la modification de zonage pour le secteur des vins. Alors, proposeur pour l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. En lien avec le suivi des dossiers politiques, j'ai quelques points, mais dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est avec une immense tristesse que le conseil municipal et les employés de la ville de Rouyn-Noranda ont appris le décès soudain de M. Hugo Gelette, directeur du développement économique à la ville de Rouyn-Noranda. Un accident survenu le vendredi 4 avril. M. Gelette s'était joint à l'équipe municipale en 2021. Dès son arrivée, il s'est investi avec rigueur et passion dans des dossiers majeurs, notamment le développement industriel de notre ville et l'avancement du projet structurant de la zone d'innovation minière. Au-delà de ses fonctions professionnelles, Hugo était un homme au grand cœur, toujours prêt à donner un coup de main. Il s'impliquait généreusement auprès de diverses organisations et mettait un point d'honneur à soutenir ses proches, sa famille et ses amis. Les nombreux témoignages depuis l'annonce de son décès démontrent à quel point
Il était estimé tant pour ses qualités humaines que pour sa contribution à notre collectivité. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j'offre mes plus sincères condoléances à sa conjointe, Cathy, à sa famille, à ses collègues, à ses nombreux amis et à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de croiser son chemin. Les drapeaux de la ville seront à Berne le jour des funérailles. Bon voyage, Hugo. Je vous invite à un moment de silence. Merci tout le monde. Si quelqu'un a jamais un Kleenex à me donner, ce serait bien apprécié. Alors, sur une note plus positive, merci. Vendredi dernier, je poursuis avec un point plus terre à terre. Vendredi dernier, le ministre Jean Boulet était ici pour annoncer des investissements du gouvernement du Québec totalisant 14,3 millions de dollars pour soutenir 2 projets majeurs, soit la valorisation du lac Otsiko et justement le développement et la décontamination de terrains industriels. Alors, le projet du lac Otsiko, porté depuis 2018 par le collectif Territoire pour guérir et mettre en valeur notre joyau du centre-ville, a reçu une somme de 4,3 millions. La Ville et le collectif Territoire travailleront sur divers projets, dont la réduction des contaminants grâce à une meilleure gestion des eaux pluviales. Ce projet incarne une mobilisation sans précédent autour d'un enjeu crucial pour notre Ville. En intégrant des solutions innovantes dans nos aménagements, nous posons les fondations d'un engagement durable et transformateur. Une enveloppe de 10 millions est également octroyée à la Ville pour permettre la décontamination et l'aménagement de 150 000 mètres carrés de terrains industriels dans le secteur de la rue Jacques-Bibeau. Cette intervention stratégique vise à augmenter l'offre de terrains disponibles à des conditions compétitives pour les PME et aussi les grandes entreprises. Ce secteur, situé à proximité de la cité étudiante et de la future zone d'innovation minière, accueillera une vingtaine de nouveaux terrains industriels, contribuant ainsi à positionner Rwanda comme un pôle d'excellence dans les domaines de l'économie du savoir, de l'automatisation et de la transformation des ressources. Alors, c'est un exemple parfait de transformer nos défis, les défis que nous avons, en opportunités. Et simplement un petit mot pour vous dire qu'en raison du congé de Pâques, alors notez que la prochaine séance du Conseil, la prochaine séance publique du Conseil aura lieu le 28 avril, la même journée que les élections fédérales. Alors, ça faisait le tour pour les points politiques. Merci de votre attention. Permettez, Mme Dallaire, vous avez juste omis l'approbation du procès-verbal. J'ai-tu fait ça, moi? Je pense que oui. Ben oui. Bon, on va y aller avant d'entendre les citoyens, si vous permettez. J'ai omis l'approbation du procès-verbal, alors pour notre séance régulière du 24 mars. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Alors, nous sommes rendus aux demandes des citoyens. Avant toute chose, j'aimerais peut-être, parce que les gens peuvent se présenter en présence dans la salle du Conseil, mais peuvent aussi nous transmettre des demandes par écrit. Alors, on a reçu une demande de Mme Jeanne Mance-Plante du 2061 Saguenay, qui souhaitait savoir si cet été, elle souhaitait qu'on répare l'asphalte avec le budget qui avait été voté.
elle dit, je constate que les villes environnantes, l'asphalte est réparé, puis que chez nous, ça laisse à désirer, que ça fait pitié. Alors, pour une fois, est-ce qu'on pourrait oublier le traçage de lignes et consacrer l'énergie sur la réparation des trottoirs plutôt dans l'été et non à l'automne? Alors, je veux simplement dire, c'est la première partie de sa demande, que pour Madame Plante, que oui, ces travaux sont budgétés et prévus. C'est dans la programmation. La date exacte n'est pas connue, mais c'est cet été, là, mais c'est certain que c'est prévu. Et sa deuxième question était en lien avec ce qu'elle disait, c'est si vous avez un peu votre mot à dire pour enlever la neige sur le bord du boulevard de la rue Saguenay. Nous ne sommes toujours pas capables de sortir de la cour à cause des bancs de neige. C'est très dangereux pour la visibilité. Il ne faut pas oublier que le Saguenay, c'est l'entrée principale. Il y a des milliers de voitures par jour qui passent par cette artère et les camions pour les mines, même l'Ontario. Alors, simplement un rappel que l'entretien de la Saguenay, l'enlèvement des bancs de neige, ça, ce n'est pas la Ville, c'est le ministère des Transports qui s'occupe, qui a cette responsabilité. Par contre, des demandes ont été adressées et le ministère, le ramassage des bancs de neige, ça s'est fait vendredi des deux côtés de la rue. Alors, c'est maintenant sécuritaire. Alors, on est bien heureux de ça. Alors, c'était pour répondre à Mme Plante. S'il y a des citoyens dans la salle qui souhaitent s'adresser au Conseil, je vous invite à vous avancer, puis nous serons heureux de vous entendre. Il faut... faudrait juste vous avancer, monsieur, parce que les gens à la maison vont vous entendre dans le micro. Il y avait des contrats la semaine dernière qui ont été donnés aux travaux publics, puis je les vois pas sur l'octroi des contrats. Y a-t-il une raison à ça? Les contrats pour... C'était pour du concassage à Montbéliard. À ma connaissance, ce sont des projets qui vont faire l'objet de résolutions à la prochaine séance, le 28 avril. Ah, OK, parfait. C'est bon, ça répond à ma question. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Roger Larivière, 154 15e rue. Moi, c'est juste pour une information. J'ai appelé la semaine dernière au plein de la ville, puis à un moment donné, j'ai appris que ça n'existait plus. Il fallait rappeler le bureau du citoyen, ou j'ai pas trop compris la... Ah, oui. Le bureau du citoyen existe encore. Dans les plaintes. Non, mais j'avais appelé aux plaintes. Puis la petite madame qui m'a répondu a dit, monsieur, a dit, ça n'existe plus, ça. Il faut vous appeler le bureau du citoyen. Oui, le bureau du citoyen, oui, c'est ça. Je n'étais pas au courant. Avec là, j'ai dit, ah oui. Mais ça a changé le numéro de téléphone parce qu'elle ne me l'a pas donné, rien. Bien là, le bureau du citoyen, c'est sur le site web. Là, je n'ai pas par cœur, mais... Non, mais je vais aller le chercher pareil, là. Oui. Mais oui, j'ai trouvé ça drôle sur le coup, tu sais, parce que là, j'ai dit... moi, j'étais un habitué, là, d'appeler aux plaintes, là. Ça faisait un bout que je n'avais pas appelé. Mais il y avait pas... Je veux juste qu'on se comprenne bien, il n'y avait pas de bureau de plainte à la ville de Rwanda. On a mis sur place le bureau du citoyen pour recevoir les doléances des gens. Ça n'existait pas, un bureau de plainte. Fait que peut-être que vous êtes relié aux travaux publics ou à un autre service. Ben, on a fait la rue Laure, là. Ben, ouais, mais c'était pas, il n'y avait pas de bureau de plainte, justement. C'est une des raisons pour laquelle le bureau du citoyen a été mis en place pour répondre. OK. Le poste, c'est moi, Pardon? c'est suite le poste ici. Ah, ben, peut-être le dire au micro. Ah, ben oui. Monsieur Larivière, vous pouvez rejoindre Monsieur Lapierre, qui est du bureau du citoyen, au 797-7110, et son poste, c'est le 7368. Non, mais je vais le trouver sur Internet, là. D'accord. Ça faisait plaisir de vous le Ah, donner. ben, Caroline, garde. Alors, ça, Merci c'est du beaucoup. service. C'est comme ça qu'on veut ça. D'accord, merci. C'est plus vite que ChatGPT. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, nous serons rendus aux dérogations minières et PIA, puis PPC-moi et tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, Madame Carignan. dans les dérogations, c'est un PIA qu'on a, pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial. La demande est présentée par Glencore Canada Corporation concernant les travaux d'agrandissement du bâtiment principal, la guérite, que tout le monde connaît, là, au 101 avenue Portelance. Et j'en fais la proposition. Des commentaires? Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci.
Alors, on a quatre projets de PPC-moi, c'est-à-dire des projets particuliers de construction, modification, occupation d'un immeuble. Je vais faire les 4. Absolument. Oui. Donc, le premier, c'est un second projet de résolution de PPC-moi afin de construire un bâtiment de 3 étages comprenant des espaces commerciaux et logements pour la propriété située au 2961 rue Saguenay. Un second projet de résolution de PPC-moi. Celui-ci, c'est afin d'implanter une usine de fabrication de blocs d'argile sur le lot, 4 644 801 au cadastre du Québec, boulevard Rideau, quartier Relais. Second projet de résolution de PPC-moi, celui-ci, afin d'implanter un terrain de airsoft sur le lot 4 644 995 au cadastre du Québec, boulevard Rideau, quartier Relais. Second projet de résolution PPC-moi, celui-là, c'est afin de construire un entrepôt commercial et industriel sur les lots 3 963 544, le lot 4 715 et le 4 717 au cadastre du Québec, soit le 1400 de la rue Saguenay. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Alors, merci beaucoup. Mme Carignan, aux Affaires générales. M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire. Donc, cette semaine, on parle, au niveau du personnel engagé, de 2 ressources, un réserviste et un temps partiel du côté de la bibliothèque qui est du service des acquisitions. Par la suite, au niveau des nominations, M. Jean-Philippe Rollin, technicien parc et équipement, horticulture, et M. Samuel Doré, conseiller en communication et relations avec le milieu. On passe aux octrois de contrat. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Mme Turgeon, appuyée de... Et je l'appuie. M. Dallaire. Donc, on évoque les octrois de contrat. Premier, construction de semelles et murets de béton pour la patinoire extérieure du parc Mousca à Excavation Giroux et Fils Incorporé au montant de 51 551,80 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne à Paquin Ford Limité au montant de 74 271,20 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Acquisition d'un VUS électrique à Paquin Ford au montant de 63 885,85 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux sur la 18e rue entre Champlain et Richelieu à 9148-3701 Québec Inc., Isis Corporation, au montant de 2 524,525,49 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Services professionnels visant la réalisation d'une campagne de mesure de débit et d'échantillonnage d'émissaires pluviaux. Contrat octroyé de gré à gré à Aviso Expert Conseil Incorporé au montant de 99 315,41 $, taxes incluses. Alors, pour ces octrois de contrat... J'en fais la proposition. M. Dallaire. Je l'appuie. Yves Drolet. Merci. Donc, les ventes de terrain. Oui, réservation des lots 3 309 590, 2 809 743, 3 309 591, ainsi qu'une partie du lot 6 332 359 au cadastre du Québec, avenue Godbout à gestion Kubrick, incorporée afin de réaliser un projet résidentiel de faible à moyenne densité. Vente du lot 6 615 437 au cadastre du Québec, terrain sur la rue Jacques-Bibeau, à remorquage Richard 2008 incorporé. Modification de la résolution numéro 2024-920. Un proposeur pour ces ventes de terrain. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. On termine avec les autorisations de signature. Entente sur l'utilisation des données géoréférencées avec des entreprises privées ou organismes gouvernementaux. Entente de location d'une parcelle du lot 3 962 936 au cadastre du Québec, rue Saguenay à Camden enregistré, à des fins de stationnement temporaire de véhicules du 1er mai 2025 au 30 avril 2030. Je vais me retirer des discussions de ce dossier. D'accord. Délégation au Centre local de développement, CLD de la gestion de l'entente sectorielle de développement visant la réalisation de projets de développement durable.
relocalisation. Finalement, entente avec Glencore pour la réalisation de travaux sur la conduite d'eau potable dans le secteur du lac Dufault. Proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Stéphane Girard. Et on comprend M. Camden se retire du point 6.4.2. Merci beaucoup. Au niveau des sujets des membres du Conseil, je ne crois pas qu'il y avait rien. On a, M. Beauchamp, une demande d'événement. Oui, concernant Nuit Blanche, donc qu'autorisation soit accordée à l'Université du Québec au petit département Confluence Lab en particulier pour la tenue de Nuit Blanche au Rwanda le 26 avril entre 21h et 22h. Seulement une heure, c'est sous la passerelle reliant l'hôtel Noranda et le centre des congrès avenue Murdoch. Donc, pour cet événement, la fermeture complète de la rue Murdoch entre la 6e et la 7e rue soit autorisée, qu'à cette occasion, toutes les mesures sécuritaires soient appliquées, qu'un soutien technique soit accordé par les services de parc et équipements pour supporter l'événement et que les organisateurs devront détenir les assurances et responsabilités en ce sens. Donc, je le propose, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, Mme Carignan, l'adoption du cadre de référence. Oui, donc c'est avec beaucoup de fierté là, et vraiment beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, je vous dépose le document qui est un cadre de référence en matière d'accueil, d'intégration et d'établissement durable. Le travail de préparation de ce document a débuté en 2024. Le but était de répondre le mieux possible aux besoins de nos nouveaux arrivants. Et le comité de pilotage qui était mis en place par notre comité des nouveaux arrivants était composé de des entreprises, du milieu, des organismes et le personnel, effectivement. Donc, plusieurs consultations ont eu lieu dans ce travail. L'objectif du cadre était précisément pour préciser nos valeurs, nos principes directeurs à la Ville, afin de permettre une prise de décision plus élaborée, plus éclairée en ce qui concerne l'accueil, l'intégration et l'établissement durable de nos nouveaux arrivants. J'en profite pour remercier vraiment tout le support qu'on a reçu des employés de la Ville. Il y a eu un travail immense de fait de leur part, ainsi que tous les membres du comité des nouveaux Rouyn-Noranda qui ont fait partie du comité de travail de pilotage. Je les remercie beaucoup et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. J'en profite pour vous remercier de votre implication, Mme Carignan, dans ce travail-là et remercier vraiment tous ceux qui ont participé même aux consultations et à tout ça, les citoyens aussi. Il y a eu 135 personnes qui ont été rejointes. Alors, un beau travail. Merci beaucoup. Nous sommes rendus, M. Beaulieu, au comité patrimoine toponymie. Oui. Alors, on a, au niveau de renouvellement de mandat... je ne sais pas ce que j'ai, ça. Je reviens. Désolée. C'est M. Réal Beauchamp, parce qu'on a une demande d'aide financière au Fonds canadien pour les arts. Oui, donc une demande d'autorisation, pour accorder l'autorisation à Émilie Villeneuve de déposer une demande d'aide financière au programme FCPA, donc le Fonds canadien pour la présentation des arts pour les saisons 2026, 27, 27, 28 et 28, 29 au Théâtre du Cuivre, et qu'elle soit autorisée à agir comme signataire auprès du patrimoine canadien pour tout document lié à la subvention. Je fais la proposition. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. Alors, je reviens à Mme Carignan. Oui. C'est ce qui m'a mêlé. J'avais le nom de M. Beaulieu après vous. Désolée. Donc, la demande suivante, ce projet de résolution, depuis 1984, la Ville de Rouyn-Noranda offre un service de transport adapté et elle contribue financièrement à ce service. La Ville dépose au ministère du Transport les rapports demandés et le ministère des Transports accorde à la Ville de Rouyn-Noranda une aide financière de 276 380 à titre de contribution de base pour le transport adapté pour l'année 2024. Donc, la résolution est d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda la convention d'aide financière volet 1, régulier, et l'aide financière aux organismes de transport adapté du programme de subvention au transport adapté PSTA, ainsi que tout document donnant effet à cette demande. Et j'en fais la proposition.
Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Donc, après Mme Carignan, M. Beaulieu. Alors voilà, je vais finir par faire le point. Au niveau des renouvellements de mandats pour le comité patrimoine et toponymie, en fait, il y a 3 personnes. On est dans la continuité. En fait, c'est pour prolonger. Monsieur Christian Dubé, citoyen professionnel du domaine de la toponymie, qui est d'une grande aide, alors de le renouveler, ainsi que Mme Cindy Cahouette, représentant des propriétaires de bâtiments patrimoniaux, et Mme Audrey Desrochers, qui est représentante de la Corporation de la Maison du Mulon, qui aussi, on spécifiait, là, durant son congé maternité, serait appelée à être remplacée par M. Joël Bizier, de la même corporation, lui, qui est sur le conseil d'administration. Donc, proposition d'y aller pour ces 3 mandats. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. À 9.5, on veut une résolution d'appui, un appel à la mobilisation. En fait, on veut demander au gouvernement, à la ministre Duranceau, de reconsidérer sa décision de suspendre le programme Réno-Région, un programme qui s'adresse aux citoyens les plus vulnérables, les moins bien nantis, dans un contexte d'enjeu de logement. Alors, il y a des recommandations qui ont été faites par la FQM, l'UMQ aussi, mais on veut ce soir endosser la résolution, adopter une résolution d'appui pour demander vraiment de reconsidérer cette décision qui touche nos citoyens qui en ont le plus besoin. Alors, ça prend un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carignan. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Madame Tousignan. Oui, donc au niveau des procédures administratives, un premier, je propose qu'on les passe en bloc. Oui. Donc, approbation des critères de la grille d'évaluation des offres concernant différents mandats d'architecture sur les bâtiments de la ville. Ensuite, des emprunts au fonds de roulement pour le secteur de la sécurité incendie pour l'achat et remplacement d'équipements pour 159 000 $. Pour les sports et loisirs, dont des équipements sportifs football, soccer au Parc Saint-Luc pour 19 725 $. Dans les opérations comptables, il s'agit de financer une étude de faisabilité pour des systèmes hybrides de traitement des eaux usées dans les différents noyaux villageois. Il s'agit d'un montant de 35 000 $ qui sera pris à même les surplus de la ville. Ensuite, dans les autorisations de signature d'actes de servitude, donc l'empiètement d'un escalier dans le secteur de l'avenue Murdoch en faveur du 277-279 avenue Murdoch, une servitude de passage sur le lot 2 809 994 dans le secteur de la rue Tardy en faveur du 3638 Tardy Est, et finalement une servitude pour l'empiètement aérien d'une enseigne au-dessus de l'avenue Murdoch en faveur du 571-579 avenue Murdoch. Ensuite, l'autorisation du versement de 9 558 $ qui représente le supplément au loyer 2025 pour les Intrépides de Rouyn-Noranda. Et finalement, une autorisation au Club de soccer Boréal pour l'installation d'un conteneur temporaire au parc Chadburn du mois de mai jusqu'au mois d'octobre 2025. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Les recommandations des conseils de quartier, M. Girard. Merci. Nous avons 3 répartitions dans 3 quartiers différents. Donc, on va commencer avec McWaters. Répartition de l'enveloppe des dons subventions du quartier pour 2025, c'est le Cercle des fermières de McWaters, 5 500 $. Association du lac Vaudrey-Johannaise, 500 $. Association des lacs Vaudrey-Johannaise pour 2 600 $. Du côté de D'Alembert, répartition de l'enveloppe de dons subventions pour 2025, Association sportive de D'Alembert, 7 000 $, incluant 4 900 $ pour le comité des loisirs de D'Alembert et comité d'environnement du lac d'Alembert, 1 700 $. On a aussi une nomination de Mme Mélanie Paquette au sein de notre conseil de quartier, donc bienvenue Mélanie. Pour le conseil de quartier de Montbéliard, pour la répartition de l'enveloppe pour 2025, le comité des loisirs de Montbéliard de 1 185 $, Cercle des fermières 1 200 $, l'Art joyeux 2 000 $ et l'Association des riverains du lac Opasatika 2 000 $, et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup, M. Girard. Ce soir, l'approbation des comptes au montant total de 7 419 341 $ et 26 sous
selon la liste qui vous a été fournie. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. Un avis de motion? Oui, un seul ce soir, donc un règlement décrétant le paiement de la quote-part municipale pour les travaux de remplacement de la conduite d'eau brute entre la station de pompage du Lac-du-Faux et l'usine de filtration Centre. On parle d'un montant de 3 180 000 qui sera remboursable par tous les immeubles desservis par l'usine de filtration Centre. Je fais la motion. Faites l'avis de motion, Mme Je fais Turgeon. l'avis de motion. Et pour les règlements? Oui, donc en 14.1, l'adoption du règlement 2025-1365 qui vient modifier notre règlement sur l'approvisionnement et la gestion contractuelle afin d'apporter des corrections mineures et de se conformer également au projet de loi 57 qui a été adopté en 2024. Ensuite, à la suite de l'Assemblée de consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance, l'adoption du second projet de règlement 2023-1363 pour les zones 3064, 3074 et 3076 dans le secteur des vins. Et finalement, projet de règlement décrétant le paiement de la quote-part municipale pour les travaux sur la conduite d'eau brute. Alors, proposeur? J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Donc, la période de questions allouée aux journalistes, il n'y a pas de journalistes présents. Avant la levée de la séance, vous rappelez que la prochaine séance publique du Conseil aura lieu donc le 28 avril prochain. Alors, un proposeur pour la levée? On fait la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Merci au Conseil, merci aux citoyens dans la salle et vous à la maison. Bonne soirée.